Je viens de lancer la VOD du Tech Talk. Ceux qui regardent en live, bien évidemment, comme d'habitude, petit rituel, vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent en différé sur YouTube. Et pendant que moi, je vous parle un petit peu des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer tranquillement par Huawei, petite news. Voilà, toujours un Huawei, j'essaie de vous tenir au courant de ce qui se passe. Ensuite, on va parler, j'allais dire assez brièvement, mais on a quand même un bon petit paquet de news qui concerne Apple, parce qu'ils ont tenu une conférence en début de semaine, ils ont annoncé pas mal de choses. On va en parler. On va passer à travers tout ça, etc. Ensuite, on va parler de Google Stadia. Google a également tenu une conférence où ils présentaient un petit peu plus en détail leur futur service de streaming de jeux vidéo appelé Google Stadia. On sait le prix, on sait les connexions requises et tout, les jeux qui vont être dispo, etc. Ensuite, on va parler jeux vidéo avec pas mal de jeux qui ont été annoncés ou leakés, fuités, vu que c'est l'E3 qui arrive et qui est même l'E3 est quasiment là. Eh bien, on a 2-3 petites news sur des jeux vidéo. Ensuite, on va parler d'AMD Ryzen, 2-3 leaks encore une fois. Voilà, carte graphique, CPU, etc. Et on va parler ensuite de 2-3 news qui concernent Nvidia. Nvidia Super. Voilà, on a un peu plus d'informations là-dessus. Bon, j'espère que vous avez dit bonjour à YouTube. Hein. J'espère que vous l'avez fait, que c'est parti, que vous êtes content, que YouTube est content. Bon. Commençons tranquillement ce petit Tech Talk des familles. Et je vais changer de scène. Voilà. Et comme je disais, on va commencer avec une news qui concerne Huawei. Alors, bien des débauches qui concernent Huawei, ça a été banni, etc. Ils n'ont plus le droit d'installer Android, d'utiliser la licence Android pour leurs prochains appareils. Ils n'ont plus le droit d'installer, de préinstaller les applications Google et les services Google sur leurs appareils. Mais évidemment, comme le ban du gouvernement américain concernant Huawei pour les industries américaines ne se limite pas forcément à Google, il y a plein d'autres industries américaines concernées qui doivent suivre la loi qui a été passée par le gouvernement de Trump. Eh bien, c'est au tour de Facebook de retirer ses applications des appareils Huawei. Et en fait, du coup, la firme chinoise n'aura plus le droit de préinstaller Facebook, WhatsApp et Instagram sur ses smartphones parce que ces trois applications sont régies par la même entité, Facebook. C'est Facebook qui détient Instagram et WhatsApp et également Messenger, l'application Messenger aussi. Et donc, du coup, Huawei n'aura plus le droit de préinstaller ces applications-là sur ses téléphones. Quand ils les vendront, je pense que c'est dans les 3 prochains mois que ça va commencer à en effet, à entrer en vigueur. Donc encore un coup dur pour Huawei, évidemment. Ça fait mal, ça fait toujours mal. Ils ont vraiment pas de chance, ils prennent beaucoup de backslash dans la gueule, mais bon, là on n'y peut rien. Bon, parlons des choses qui fâchent un petit peu plus. Fâcher, c'est un gros mot. On va parler de la conférence qu'Apple a donnée. La WWDC, Worldwide Conference Developer, donc c'est pour l'univers d'Apple, où ils ont dévoilé pas mal de nouvelles choses. Ils ont notamment dévoilé iOS 13, voilà, donc mise à jour majeure d'iOS. On va notamment avoir l'arrivée du mode sombre, donc un dark mode sur iOS. Ça c'est absolument, je pense que c'est le meilleur truc au monde qu'ils auraient pu faire. Enfin, après tant de temps, on va avoir un mode sombre sur iOS. J'ai pas d'iPhone, mais sans avoir d'iPhone, je comprends l'engouement que les utilisateurs d'iPhone peuvent avoir pour cette nouvelle mise à jour. Ils améliorent le déverrouillage avec Face ID. Ils introduisent la possibilité de glisser, comme avec les claviers SwiftKey ou Swipe. Donc le fait que tu peux taper des mots en glissant avec ton doigt, chose que tu pouvais déjà faire sur iPhone si tu installais une application tierce, comme Swipe, comme SwiftKey, etc. Mais là, du coup, ça va être natif à iOS. Donc encore mieux, ça va être certainement plus réactif, etc. Plein de petites fonctionnalités comme ça qu'ils apportent avec iOS, notamment, autre chose extrêmement importante, l'authentification avec un email Apple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur un site, souvent maintenant vous pouvez vous authentifier avec Google, avec Facebook, je pense avec d'autres trucs également. C'est à chaque fois là, se connecter avec Facebook, se connecter avec Google, et bien maintenant vous aurez une option pour se connecter avec Apple. Et en gros, ça utilisera votre adresse email
Apple que je pense que vous utilisez pour iCloud, etc. Et en plus, dans l'intention de respecter votre vie privée, ça va créer des adresses mail temporaires pour ne pas dévoiler votre vraie adresse au site. Donc en gros, c'est comme si vous aviez votre vraie adresse, que votre vraie adresse allait générer des adresses temporaires lorsque vous allez vous authentifier avec Apple pour que le site auquel vous vous connectez ou vous inscrivez n'ait pas votre vraie adresse et puisse pas vous spammer de newsletters, puisse pas revendre vos informations parce qu'au final, ils n'auront pas votre vraie adresse email. Donc, un truc qui est quand même très intéressant et j'étais très surpris de voir ça. Ça m'étonnait qu'il ne l'ait pas fait avant, mais voilà. Donc c'est comme ça, avec cette connexion avec Apple, permettra en nous d'éviter d'utiliser son courriel personnel et à la place, utilisera une adresse créée au hasard qui servira d'enregistrement. Voilà, par exemple une adresse comme ça. Donc c'est quand même une très bonne chose et voilà, plutôt pas mal. Ils ont annoncé une nouvelle Apple TV, ils ont annoncé un nouvel OS pour l'Apple Watch, ils ont annoncé 2-3 autres trucs, etc. On va dire le plat de résistance de la conférence, vous vous en doutez, c'était d'abord qu'ils ont tué iTunes. J'avais oublié ça. Apple a dit que c'était la fin d'iTunes. iTunes est officiellement mort. C'est arrêté, finito, iTunes, caput. Ah, plus d'iTunes, c'est fini. Donc en gros, ils ont killé iTunes. Ils se sont dit, on arrête le support d'iTunes, on arrête l'application, elle va disparaître. Elle a même déjà disparu. Et ça va être remplacé par 3 différents services qui sont Apple Music, Apple TV et une application pour le podcast. Donc en gros, ils divisent un petit peu le logiciel iTunes en 3 nouvelles applications plus dédiées. Donc un pour la musique, un pour la télé et un pour les podcasts. Voilà, bon, voir ce que ça va changer. Comme je ne suis pas un énorme utilisateur d'iTunes, pour moi ça change absolument rien et je ne sais pas du tout ce que ça peut changer pour quelqu'un qui vit dans l'écosystème Apple. Mais je pense pas que ce soit très grave, parce qu'à mon avis, iTunes, de ce que j'en sais et de ce que j'en ai entendu, c'était de la grosse merde. Voilà, donc à mon avis, ils seront certainement contents qu'Apple arrête iTunes et recommence avec d'autres logiciels qui peuvent être bien meilleurs. Bon, ce que je disais, le deuxième du coup plat de résistance que nous a présenté Apple, bien évidemment, c'est le refresh, le renouvellement du Mac Pro. Voilà, le Mac Pro revient. Ils ont présenté les nouveaux modèles avec un nouveau Mac Pro en version Tour et avec un écran qui vient avec ça. Bon, qui vient avec, entre guillemets, mais en gros, en plus de faire un Mac Pro, Apple a présenté un écran pour les professionnels. Donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Les Mac Pro, bien évidemment, là, Apple est fidèle à son appellation Pro pour une fois, c'est vraiment des appareils qui sont faits pour les professionnels. C'est-à-dire que je peux même pas penser acheter ça, dans le sens où je vois pas à quoi ça me servirait et je ne suis absolument pas le public cible. Quasiment très peu d'entre nous sommes le public cible. C'est au-delà pas de ce qu'on pourrait s'acheter, mais au-delà de notre utilisation, de l'utilisation qu'on en ferait. Le nouveau Mac Pro commence à 6 000 €, je pense, c'est quelque chose comme ça. Je pense que le premier modèle coûte 6 000 €, donc 6 000 $ pour être plus exact, et ça peut aller jusqu'à 45 000, 46 000 €. Voilà. Donc c'est des modèles qui peuvent aller très cher. Un PC qui vaut quand même 46 000 balles, c'est pas rien. Bon, en même temps, à l'intérieur, vous pouvez avoir jusqu'à un processeur qui a 28 cœurs, avec du coup 56 fils de calcul, un processeur de chez Intel, un Xeon, donc c'est des processeurs pour serveurs généralement. Donc clairement des processeurs pour les pros. Le processeur en lui-même coûte déjà pas loin de 5000 balles, je pense. Je sais plus exactement combien, voire même plus. Donc un 28 cœurs, vous pouvez avoir jusqu'à 1,5 terabits de RAM et c'est pas n'importe quelle RAM parce que c'est pas la RAM que vous et moi on achète qui vaut 150 € les 16 Go. Non, c'est de la RAM qui vaut 300 à 400 € les 16 Go parce que c'est de la RAM pour serveur avec une technologie spéciale qu'on appelle de la RAM mémoire ECC qui fait que cette mémoire est plus rapide, plus stable. Elle consomme beaucoup moins également en consommation de puissance et voltage. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 1,5 TB de ce type de RAM là. Et en plus de ça, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes graphiques
qui ont chacune 2 chipsets graphiques à l'intérieur. Donc c'est comme si vous pouviez mettre jusqu'à 4 graphiques à l'intérieur en mettant 2 AMD Pro Vega 2. Voilà. Et les AMD Pro Vega 2, c'est des AMD Vega un petit peu remodifiés sur lesquels il y a 2 chipsets Vega. Donc en gros, il y a 2 cartes graphiques en une. Voilà. Bon. Pour ce prix-là, c'est très très cher, c'est sûr, mais ça va être un truc, c'est un monstre de puissance, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et je pense, contre toute attente, 45 000 balles pour un truc comme ça, c'est super cher, mais je pense qu'il y a des compagnies externes professionnelles, parce que d'habitude, les professionnels, ils achètent du matos, ils vont pas à Best Buy, ils vont pas à la Fnac, ils vont pas chez Amazon, ils vont pas chez machin, pour acheter du matos et pour acheter des gros PC. Non. Généralement, ils contactent des entreprises spécialisées dans la fabrication de PC professionnels, ou alors des entreprises comme Dell ou HP qui font des serveurs, et ils leur demandent des PC. Et souvent, les PC qui sont faits par ces gens-là sont aussi ultra chers. Ultra chers. Donc, en se plaçant à 45 000 balles, je pense qu'ils sont dans les prix. En vrai, je pense qu'ils sont dans les prix. Je pense qu'ils sont un petit peu plus chers que la concurrence, mais parce que c'est du Apple. Mais je pense qu'ils sont dans les prix. Par contre, le modèle de base à 6 000 €, c'est vraiment... je comprends pas pourquoi ils ont fait ce modèle de base là. Parce que le modèle de base, il a un processeur 8 cœurs de chez Intel. Je pense que c'est 32 Go de RAM en ECC. Un SSD, je sais plus combien. Bon, ils ont une alimentation de genre 1200 watts, obligatoire. Parce qu'en gros, tu peux upgrade et améliorer ton Mac Pro en achetant des modules, etc. Donc tous les Mac, quasiment la plupart des Mac Pro qui vendent ont une énorme alimentation. Mais par contre, le modèle de 6000 balles, il a une Radeon Pro 580X. Qui est absolument une carte mère, enfin une carte graphique dégueulasse, quoi. Enfin pas dégueulasse, mais pour un PC professionnel, c'est clairement un truc vraiment pas puissant. Vraiment pas puissant. 1400 watts de puissance, l'alimentation. J'ai dit 1200, 1400 watts. Pour le modèle à 28 cœurs. Donc c'est pour ça que le modèle à 6000 $ du Mac Pro, il est ultra cher. Et à mon avis, il faut absolument pas acheter ce modèle-là. Parce que c'est vraiment là, tu te fais enculer dans tous les sens. Enculer dans tous les sens. Parce que monter le même PC avec les mêmes composants, donc c'est-à-dire tu prends une carte mère très haut de gamme quand même, parce que c'est une carte mère avec qui peut avoir jusqu'à, je pense, 12 slots de RAM, avec un certain nombre de ports PCI Express 3.0 qui sont genre, quand même, je pense qu'il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça. C'est une carte mère très haut de gamme qui a été design spécifiquement pour le Mac Pro, ça doit valoir dans les 600-700 €. Tu prends les 32 Go de RAM en ECC, ça vaut aussi pas mal cher. Tu prends un processeur Xeon avec 8 cœurs, ça vaut aussi un petit 900 €, 1000 €, quelque chose comme ça. Si tu fais le PC à 6000 € avec exactement les mêmes composants qu'ils utilisent, mais sans l'acheter chez Apple, t'en as pour 2500, 3000 €, je pense, quelque chose comme ça. 3000 €, un truc du style. Donc tu payes 2 fois plus cher parce que c'est du Apple. Et à mon avis, là, c'est ça, tu te fais enculer parce que tu doubles le prix parce que c'est un MacBook Pro. Alors qu'à mon avis, celui qui coûte 45 000 $, ben en vrai, si tu essaies de faire le même avec les mêmes composants, il n'est pas à 45 000 divisé par 2. Il n'est pas à 22 500 $. Non, à mon avis, il est plus cher que ça. Donc c'est pour ça que le modèle de base, genre, il faut absolument pas l'acheter. À mon avis, c'est tellement hors de prix pour ce que c'est. Le modèle haut de gamme est aussi super cher, mais à mon avis, au milieu, doit y avoir une gamme de prix où ça doit être vraiment intéressant pour les professionnels. Genre entre 12 000 et 20 000, ça doit être pas mal intéressant pour les pros. Le seul problème, bon, à part le prix que c'est cher, mais vraiment le seul gros problème avec ce PC, outre ce qu'il y a à l'intérieur, vous êtes d'accord, c'est son design. À quel moment c'est une bonne idée? À quel moment c'est une bonne idée? Moi, j'ai plusieurs problèmes avec ce design. De 1, c'est vraiment bizarre. On dirait vraiment une râpe à fromage. Alors, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une râpe à fromage. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire beaucoup plus de trous dans
le châssis pour avoir un meilleur flux d'air, pour avoir des composants qui soient plus frais à l'intérieur, etc., etc. C'est honorable. C'est juste que là, ça a l'air vraiment bizarre en point de vue de design, quoi. C'est pas très attirant. Peut-être que ça marche bien d'un point de vue flux d'air, refroidissement des composants, et que ça marche bien mieux que les anciens Mac Pro. Mais quand même, le design, quoi. Alors, un point à noter, c'est que je préfère avoir un PC comme ça plutôt qu'avoir une poubelle sur mon bureau. Parce qu'avant, c'était clairement une poubelle. Le truc cylindrique, là, haut comme ça, avec un énorme ventilateur au-dessus, c'était une poubelle avec un flux d'air complètement dégueulasse qui surchauffait et qui avait aussi un design horrible. Donc c'était vraiment une trash can, hein, voilà, c'était le terme hein, en anglais. Hein. C'était le Mac trash can, parce que ça ressemblait du coup à une poubelle. Je préfère clairement avoir un PC rectangulaire qui a quand même un design, ok, ça ressemble à une râpe à fromage, mais c'est mieux qu'une poubelle. Il y a une petite upgrade. Râpe à fromage supérieur à poubelle. On est dans l'amélioration. Il y a aussi le fait que, au point de vue du design, je comprends qu'ils doivent faire des trous de cette façon-là pour essayer d'améliorer justement le refroidissement des composants. Dans l'ancien modèle rond cylindrique, la surchauffe des composants, je pense que c'était un énorme problème qu'ils avaient. Et ce qui faisait que les processeurs pouvaient pas performer au maximum, etc., etc. Les cartes graphiques devaient surchauffer un peu et tout et tout. Là, du coup, je pense qu'ils ont vraiment réglé ce problème-là et que les CPU pourront fonctionner à plein potentiel, les cartes graphiques aussi, sans problème. Le seul truc que je vois, c'est comme ils veulent pas mettre de filtre, on sait pas s'il y a de filtre à poussière, on sait pas s'il y a des trucs comme ça. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est genre un cube en aluminium avec des trous percés à l'intérieur, avec des ventilos à l'avant pour prendre de l'air. Le truc, c'est que si t'as pas de filtre devant ces ventilos, ça va prendre de la poussière en plus de l'air. Donc ton PC va se remplir de poussière hyper rapidement et hyper facilement parce qu'il n'y aura aucun filtre anti-poussière sur le Mac Pro. On ne sait pas exactement parce que personne l'a encore vraiment complètement démonté. On a juste vu une vidéo de présentation où il montrait que oui, c'est facile de l'ouvrir. Donc c'est très facile d'ouvrir la machine et le Mac Pro pour le nettoyer, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, on ne sait pas s'il y a des filtres à poussière, etc. etc. Donc ça, c'est les petits points négatifs que je vois sur ce design-là. L'esthétique, pour moi, c'est un petit point négatif. Mais d'un point de vue conception et engineering, ça se justifie parce qu'ils veulent améliorer le flux d'air. Ils veulent que ton Mac, ce soit une énorme pièce d'alu seulement. Tu sais, qu'il y ait le moins de pièces mobiles. Parce que sur ton PC, tu as la façade, tu as les façades gauche-droite, tu as la façade avant que tu peux enlever. Tout est démontable dans un boîtier de PC. Là, les Macs, généralement, ils veulent que ce soit un énorme bloc d'alu qui a été usiné et que ce soit juste un énorme truc. Genre une seule partie. Et du coup, tu l'enlèves et à l'intérieur, t'as ton Mac. Donc je comprends les trous, mais c'est discutable d'un point de vue esthétique. Après, voilà, il faut qu'il y ait des filtres à poussière et tout et tout. Bon. Là où ils ont surpris tout le monde, après, c'est en présentant un écran. Parce qu'ils ont présenté un écran également. Qu'est-ce que j'ai d'autre également sur le MacBook, le Mac Pro? Le Mac Pro. Ah oui, le fait que 32 Go de RAM minimum, jusqu'à 1 Tera 5 au max. Le stockage, ça va de 256 Go à 4 Tera sur du NVMe, bien évidemment. Et qu'en plus, il y a des modules qui viennent se connecter, comme vous voyez ici. Par exemple, vous pouvez connecter des modules. Ça, c'est des modules de carte graphique dans lesquels vous avez les Radeon Pro Vega 2. Et ça, c'est les 3 ventilateurs dont je parlais au début, qui vont permettre de, du coup, amener de l'air frais dans tout le PC pour refroidir tout ça. Mais là, si vous n'avez pas de filtre à poussière, c'est un petit peu plus problématique. Aussi, autre chose à noter qui est extrêmement intéressant pour les pros, c'est la connectique. Parce qu'il y a pas mal de connectiques différentes. En plus de toutes les ports HDMI et DisplayPort qui sont sur les cartes graphiques, il y a, je pense, 2 ou 3 ports Thunderbolt 3 sur le dessus. Il y a également 2 l'USB-C. Il y a du Wi-Fi et du Bluetooth 5.0. Il y a de la prise jack. Il y a des USB 3.1. Il y a également
2 prises RJ45 en 10 gigabits, donc des prises Ethernet en 10 gigabits et pas en 1 gigabyte. Le 10 gigabits par seconde est extrêmement important pour les professionnels, pour avoir une énorme vitesse au niveau du réseau, pour pouvoir échanger des fichiers, des gros fichiers à travers toute une entreprise, à travers plusieurs PC, sur un serveur, etc. Extrêmement important d'avoir du réseau et des prises en 10 gigabytes. Donc ça, c'est des bons points. Là, ils ont vraiment bien ciblé la clientèle professionnelle. Donc l'autre chose, là où ils ont un petit peu surpris tout le monde, c'est notamment les Radeon Pro 2 et les Duo 2, donc qui sont des nouvelles cartes de chez AMD, qui sont, je pense, disponibles seulement pour le Mac Pro, et qui sont basées sur la puce Vega 20, bien évidemment. Donc la Pro 2, c'est une carte avec 4096 unités de calcul, cadencée à 1.7, gravée en 7 nanomètres, 32 Go d'HBM2 à 1 GHz, ce qui fait qu'on a une bande passante de quasiment 1 Tera par seconde, 1024 Go pour être exact. Et en gros, la Pro Duo 2, c'est la Pro 2, mais x2. En gros, ils ont mis 2 chipsets Pro 2 sur la même carte, ce qui fait que vous doublez toutes ces caractéristiques-là. Ce qui fait que vous avez un seul module dans lequel vous avez plus de 8000 unités de calcul, 64 Go d'HBM2, et en plus ça fonctionne avec leur lien qui s'appelle l'Infinity Fabric. Donc c'est le après Crossfire, le Crossfire pour les professionnels, c'est comme le NVLink pour Nvidia, qui permet à 2 cartes comme ça de communiquer jusqu'à 84 Go octets par seconde de données. Ce qui veut dire que si vous mettez 2 cartes AMD Duo 2, elles communiquent ensemble à quasiment 100 gigaoctets par seconde. Et ces 2 cartes-là ont 64 Go d'HBM2. Donc vous avez 128 Go de mémoire vidéo, quasiment 16 000 unités de calcul, avec des bandes passantes qui atteignent les 1 à 2 Teraoctets par seconde. Donc d'un point de vue professionnel, c'est une tuerie. C'est une tuerie. 32 gigots. Gigots de veau ou de porc? Bref. De ce point de vue-là, c'est une tuerie. C'est genre, il n'y a pas d'autre alternative qui existe avec ces performances-là et cette puissance-là. Même Nvidia n'a pas de système au niveau de la mémoire, en tout cas, avec ces capacités-là. Voilà, donc là, AMD, pour le coup, a bien fait de s'allier à Apple, et Apple joue vraiment une bonne carte de ce point de vue-là pour les pros, parce que généralement, quand les pros, c'est tout ce qui, les gens qui vont travailler dans l'univers du cinéma, de la création, du rendu 3D, et c'est extrêmement mémoirevore, donc ça bouffe de la mémoire vidéo en quantité énormissime. Et donc plus tu as de bande passante au niveau de ta mémoire vidéo, plus tu as de quantité de mémoire vidéo, plus tu es content, plus tes rendus sont vite, etc. etc. Donc, gros point là-dessus. Donc ce que je disais, c'est qu'ils ont surpris tout le monde en lançant, bien évidemment, vous l'avez vu, un nouvel écran. Alors c'est le Pro Display XDR, et je peux vous dire que cet écran, en toute objectivité, vraiment, cet écran est une tuerie. C'est une tuerie, c'est un monstre. Si je pouvais, je l'achèterais. Vraiment, je l'achèterais. Il coûte une blinde, l'écran coûte 5000 balles, donc 5000 $ US, il va certainement être encore plus cher en Europe. C'est un écran 32 pouces, une résolution 6K, donc à peu près 20 millions de pixels, avec du coup une profondeur en 10 bits, et qui peut, en gros, qui couvre quasiment 100% de la plage sRGB, avec une luminosité maximale qui est à 1600 nits, ce qui est impressionnant. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement impressionnant. Et en plus, l'écran s'adapte suivant si vous avez du contenu HDR, donc High Dynamic Range qui est affiché, ou Standard Dynamic Range. Certaines parties de l'écran vont utiliser le HDR, d'autres vont utiliser le SDR. Si vous avez par exemple votre interface de macOS, ça va être du SDR, mais dès que vous commencez à jouer une vidéo en HDR, l'écran va switcher en HDR. Ça va pas tout le temps être en High Dynamic Range. Cet écran, c'est vraiment une tuerie. C'est-à-dire que
des écrans professionnels similaires que vous ne trouverez nulle part quasiment sur internet parce qu'il n'y a aucune boutique en ligne qui vend des écrans professionnels pour la vidéo et pour les professionnels. C'est vendu, souvent c'est via des catalogues, etc. Ça vaut dans les 20 000, 30 000 dollars. À peu près. Dans ces eaux-là. Des écrans avec des specs similaires d'un point de vue reproduction des couleurs, fidélité des couleurs, luminosité maximale, profondeur des couleurs disponibles, etc. Du 10 bits et tout. Résolution et taille aussi. 6K en 32 pouces. Ça tourne dans les 20 000, 30 000, voire un peu plus, dollars. Donc Apple qui sort un écran pour les professionnels à 5 000 dollars, je peux vous dire que beaucoup de professionnels, à mon avis, sont extrêmement intéressés par cet écran. Vraiment très très intéressés. D'un point de vue consommateur plus de la vie de tous les jours, comme vous et moi, bon quand même, consommateur assez aisé, hein, je pense un des concurrents directs, ça serait un des LG en 5K. Il y a un écran LG 5K en 32 ou 34 pouces qui vaut à peu près 3000 euros. Et il y a aussi un Dell en 32 pouces en 8K qui vaut pareil 2500-3000 euros. C'est, je pense, les deux concurrents directs pour, on va dire, des semi-professionnels. Mais celui-là, je pense, a une meilleure luminosité maximum et a une reproduction des couleurs meilleure que le LG et que le Dell. Voilà. Donc ce qui fait que, quelque part, sur le papier, il est meilleur. Et c'est pas tout à fait de l'OLED, c'est une technologie un peu made in Apple, qui est du micro LED, qui est un peu du LED revu à la sauce d'Apple, qui permet justement d'avoir cette luminosité maximale à 1600 nits, ce qui est assez impressionnant. Et sur l'entièreté de l'écran, c'est 1000 nits. Pour la brightness totale sur l'écran en complet, c'est 1000, mais le peak brightness, c'est 1600. Donc, par exemple, tout votre écran peut être au maximum à 1000 nits, mais si jamais c'est un truc lumineux seulement sur une partie de l'écran, ça peut monter jusqu'à 1600. Bon, 5000 balles pour cet écran. Un truc que je voulais dire, c'est que les professionnels souvent ont des stands, parce qu'un professionnel souvent n'a pas un seul écran, il en a 3-4, voilà. Et du coup, ils ont des supports un petit peu plus spécialisés sur lesquels ils mettent leurs écrans. Donc ils achètent leur écran sans support, sans pied, sans rien, et ils viennent les fixer sur les supports qu'ils ont déjà. Donc Apple vend cet écran à 5000 balles sans support, du tout, juste l'écran. Parce que la plupart des professionnels vont l'acheter comme ça. Donc ça a totalement du sens. Je veux dire, moi je vois pas de problème là-dessus de vendre un écran pour les pros sans support. Vraiment pas de souci. Par contre, Apple a décidé de vendre le pied à 1000 balles. Et là j'ai mindfuck, j'ai freeze, j'ai brain freeze. J'étais genre quoi? Au début, je pensais que c'était 100 balles, 100 euros. J'étais genre 99, ouais, ça va. Après, j'ai vu 999. J'ai fait quoi? Le pied de l'écran, là, que vous voyez, ici, ça, là, 999 dollars. J'étais genre, vous foutez de ma gueule. Il n'y a aucune. J'ai cherché partout. Il n'y a aucune explication plausible et logique qui peut justifier le prix de ce pied. À part, c'est Apple et on peut le faire. C'est la seule explication, c'est on est Apple, on a décidé de vendre un truc à 1000 balles, on le vendra à 1000 balles. Point. D'un point de vue produit en lui-même, technologie, innovation, il n'y a rien. Parce que de 1, il y a zéro innovation. C'est un pied d'écran. C'est un bout d'alu qui a été usiné, puis certainement plié, parce qu'il y a une pliure, et c'est un seul bout d'alu. Et ensuite, ils ont rajouté un petit mécanisme pour maintenir l'écran qui supprime le poids vertical de l'écran quand tu le déplaces. Ce qui fait que ton écran peut se déplacer de manière un petit peu plus fluide. Dans le sens, c'est beaucoup plus simple de déplacer ton écran en haut, à gauche, à droite, de le retourner, etc. Dans ce petit bout de bras qui est sur l'écran et sur lequel est attaché l'écran et qui est relié au pied, il y a 2-3 engrenages et un ressort. Donc ils ont montré une coupe. Je pense que c'est un ressort ou un amortisseur et 2-3 engrenages pour qu'en fait
bah tu n'aies aucun effort. Ça décuple ta force d'utiliser un système de roue-engrenage. Donc en gros, toi tu vas appliquer une petite force, mais avec l'engrenage ça va décupler ta force et du coup tu vas pouvoir déplacer ton écran même s'il est lourd sans problème. Ça c'est pas nouveau, il y a zéro innovation technologique là-dedans, c'est des choses qui existent déjà, ça a été fait, refait, ça existe depuis la nuit des temps, d'utiliser des engrenages pour décupler la force, etc. et avoir moins d'efforts à appliquer sur un système que tu veux déplacer. C'est pas nouveau du tout. Zéro, nouveauté zéro. Et le reste, c'est un bloc d'alu que tu as usiné sur une machine 3 axes parce que tu n'as même pas besoin de 5 axes donc ça coûte rien, et que tu as plié sur une plieuse. Ok, c'est peut-être du très bon alu, mais même du très bon alu, ça vaut pas 1000 piastres. D'un point de vue matériaux, là le truc d'alu, à première vue, ça vaut... 1 kg d'alu, ça vaut environ 4 $. Je vous le dis, hein, 1 kg d'alu, ça vaut environ 4 $. De l'alu très cher, ça peut valoir 8 $. Vraiment de l'alu avec du traitement spécial, etc. au niveau du matériau et tout. Ça peut valoir à peu près 8 $ le kilo. C'est les prix qu'on a en aéronautique pour faire les pièces d'avion. Donc c'est pas de l'alu de merde non plus, quoi. Donc là, je veux dire, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3 kilos. Tu prends, allez, tu prends une marge. Tu prends 10 kilos à la limite parce que tu prends un bloc entier et que tu as une perte de matière énorme. Donc tu prends 10 kilos, à la fin, tu as un pied qui en fait 1,5. Ça fait quoi? Même pas 1 à 2 heures d'usinage, même pas. Donc matière première, tu es à 50 $. 1 à 2 heures d'usinage, dépendamment le taux horaire de ta machine et tout, blablabla, enfin plein d'autres trucs comme ça. On va dire 100 à 200 $ d'usinage max. Mais vraiment max. Au plus haut que je puisse aller, le pied peut valoir 200 à 300 $ au total. 100 balles pour la matière première et l'usinage, 100 balles pour l'assemblage et la fabrication de la petite pièce, puis voilà. Donc vraiment, au max, t'as 200 $ in and out pour ce truc-là. En comptant, allez, 300 $ si tu comptes le mec qui a fait la conception. Parce que je suis désolé, concevoir un truc comme ça, ça prend environ 3 semaines. Je suis désolé, mais pour une équipe d'ingénieurs, je pense que ça prend même moins de temps que ça pour concevoir ça. C'est stupide à concevoir, ça prend zéro temps à usiner. Le seul truc après, c'est faut le faire en série. Donc, c'est stupide, je ne comprends pas. La pire com du monde. Vraiment la pire com du monde. Je pense qu'il y a... Genre ils se sont dit, ok, ça nous coûte 250 $ in and out, avec R&D, tout le truc, machin, usinage, production. On le vend à 1000. On va voir si les gens achètent. En plus, en usinage chaîne, tu vas mettre 15 mm max et tu récupères les copeaux. Donc oui, en plus, tu récupères les copeaux. Donc en plus, ton fournisseur te rachète les copeaux. Généralement, si c'est bien parce que l'alu, ça se recycle, il va te racheter tes copeaux, il va les refondre et il va te les reprendre à un bon prix. Donc même si tu achètes 10 kg d'alu et que tu en gaspilles 8 kg en copeaux, tu peux quand même revendre ces 8 kg de copeaux que tu as pour récupérer un peu de cash. Bref, stupide. Un truc qu'ils auraient dû faire, par contre, parce qu'au final, eux, le but c'était de vendre l'écran tout seul, sans pied. Parce que les pros vont acheter l'écran sans pied. Le 80% des pros qui vont acheter cet écran-là vont le prendre sans pied, vont juste prendre l'écran. Et ça, Apple l'a compris. Le problème, c'est que lors de leur conférence, ils n'ont absolument pas compris comment communiquer là-dessus. Pas du tout. Ils auraient dû, moi je vous donne une idée, hein. Est-ce que ça serait pas mieux passé s'ils avaient dit, on vend un écran avec un pied, 6000 balles. L'écran avec le pied coûte 6000 $. Voilà. Vous achetez l'écran d'Apple, Pro Display XDR, la version standard que vous pouvez acheter sur le site d'Apple, c'est l'écran avec le pied, ça vaut 6000 $. Et là, ils te disent, si jamais vous n'avez pas besoin du pied, on vous le fait à 5000. Jamais tu dis pied 1000 $. Jamais tu dis ça. Faut jamais mettre les deux ensemble. Fallait juste pas mettre les deux ensemble. Fallait juste dire, soit vous achetez l'écran complet avec le pied, ça vaut 6000, soit vous n'avez pas besoin du pied parce que vous êtes un professionnel, vous avez déjà les pieds qu'il faut, etc. et les stands, donc vous voulez juste l'écran. Et bah du coup, comme vous n'avez pas besoin du pied, on vous fait un petit rabais, une petite ristourne, et on vous le vend à 5000. Mais jamais ils te disent,
jamais dire on peut vous vendre seulement le pied à 1000 $. Parce que là, du coup, tu sais que le pied, ils veulent te le vendre 1000 $. Alors que quand tu passes de 6000 à 5000, tu te dis pas forcément dans ta tête le pied vaut 1000 $. Tu te dis, oh, ça se trouve, le pied vaut moins que ça, mais ils sont sympas pour les pros, ils font une petite solde, un petit rabais, et puis ils te le vendent à 5000, voilà, etc. Tu vois. Bref. Tu vois, ou 5300 si tu veux le support VESA. C'est genre, voilà, encore mieux, Paul, encore mieux. Un mec du chat, encore mieux, ils disent 6000, tu l'as avec le pied. Si t'as pas besoin du pied parce que t'es un professionnel, on te le fait à 5300 avec un support VESA à la place du pied. Deal. Puis le pro est genre, bah ok, j'ai pas besoin du pied, bah du coup vous me le faites moins cher et vous me donnez un support VESA en plus. Donc du coup t'as le support VESA, t'as ton écran sans pied et tu l'as payé 5300. Jamais on t'a dit, au final t'as payé l'écran 5000, t'as payé un support VESA 300. Et là t'es genre quoi, un support VESA pour 300 balles? Vous vous foutez de ma gueule? Non. Là t'es genre, l'écran était à 6000 avec le pied, je prends pas le pied, je prends un VESA à la place, on me le fait à 5300, c'est une affaire. C'est genre, toi t'es content. Moi je serais genre, ouais, pourquoi pas, je suis content. Voilà. Tout est dans la façon de présenter les choses. Et Apple là-dessus, ils ont été à chier. Ils ont très bien présenté leur écran, ils l'ont très bien vendu. Mais par contre, au niveau du prix et de la présentation du pied, etc., à chier. À chier. Ou encore mieux, 6000, mais si vous achetez 2 écrans, donc pas de pied, on te le fait à 10 000. Pareil, ça marche mieux, c'est genre 6000 un écran avec pied, mais si jamais vous voulez 2 écrans sans pied, on vous les fait à 10 000 les deux. Tu sais, genre tu fais des packs et tout, machin, tu vois. Genre, il y a moyen de mieux présenter ça. Enfin, bon, on va arrêter de parler de cette conférence Google, conférence Apple, et on va passer justement sur la conférence Google, Stadia. Google a présenté un petit peu plus en détail son prochain service de jeux vidéo, de streaming de jeux vidéo pour être plus exact, qui s'appelle Google Stadia. Alors, on sait que ça va tourner sur des cartes graphiques AMD, des Vega 56 un peu apparemment, et des processeurs Intel. Ce qui nous reste à savoir, c'était quoi les prix, c'était quoi le modèle économique, c'était quoi la connexion qu'il fallait, etc. Donc, il s'avère que pour Stadia, il y a 2 offres différentes. Il y a Stadia de base et Stadia Pro. Quasiment comme sur n'importe quel service Google en fait. À chaque fois, il y a une version gratuite et à chaque fois, une version un peu payante qui t'offre plus de choses. Sur Drive, tu as une version gratuite. Tu vas rajouter plus d'espace de stockage. Tu passes sur une version un peu plus pro et tu achètes de l'espace de stockage. Sur YouTube, tu as YouTube Standard et YouTube Red. Personne n'utilise YouTube Red, mais vous voyez là où je veux en venir. Sur Google Docs, pareil, tu as une version de base, tu as une version un peu plus pro. Stadia, ça va être exactement la même chose. Stadia de base va être gratuit. Donc en gros, vous pourrez avoir accès à Stadia du moment que vous avez un compte Google et un navigateur Chrome, donc sur votre PC, sur votre télé. Ça va être aussi disponible notamment sur tablette et sur mobile. Au début, au niveau mobile, ils ont dit que ça allait être seulement disponible sur le Pixel 3 et sur le Pixel 3a. Mais normalement, ça va se déployer sur tous les mobiles qui auront Android P ou Android Q, je pense. Donc qui auront un Android assez récent, on va dire, et du coup qui pourront utiliser Chrome sur leur téléphone et Stadia également. Et donc du coup, ce modèle-là va être gratuit. Tu pourras accéder à Stadia et au service. Au niveau de la résolution, avec le service gratuit, on sera en 1080p 60 images par seconde au maximum, et on aura un son stéréo. Ça, c'est surtout utile pour ceux qui joueraient sur leur télé. On aura un son juste stéréo. Quand tu es sur PC avec un casque, son stéréo ou 5 points, tu t'en fous un peu parce qu'au final, le jeu gère la spatialisation du jeu. Et en fait, comment ça va se passer? C'est que en fait, Stadia, c'est pas un service d'abonnement comme Netflix pour le jeu vidéo. C'est pas tu payes 10 $ par mois, tu payes 5 $ par mois et tu as accès à une bibliothèque de jeux et tu peux jouer à n'importe quoi dans cette bibliothèque. C'est pas du tout ça en fait. On pensait que ça allait être ça, mais pas du tout. En fait, c'est tu payes pas, tu as accès au service et en fait pour jouer au jeu, tu dois acheter le jeu sur Stadia. C'est comme un magasin, comme Steam, comme l'Epic Game Store, comme n'importe quel autre magasin. Stadia va être un magasin sur lequel va y avoir des jeux, des éditeurs. Et tu pourras acheter un jeu sur Google Stadia à plein prix, 60 $, etc., 50 $ au prix du jeu, comme tu l'achèterais n'importe où ailleurs. Et ensuite, ce jeu-là va être sur Stadia
Et ben avec la version gratuite, tu pourras jouer à ce jeu-là, mais seulement à ce jeu-là parce que c'est le seul jeu que tu as acheté. Tu auras comme ta bibliothèque personnelle, Stadia, et tu pourras jouer à tes jeux de ta bibliothèque personnelle sur n'importe quel support. C'est là où est tout l'intérêt, on va dire. C'est que tu peux jouer sur n'importe quel support. Voilà. Que ce soit sur mobile, que ce soit sur PC, que ce soit sur une télé, sur console et tout, tu pourras jouer à ton jeu et reprendre tes parties, ta sauvegarde sera partagée, etc. etc. Donc, bien évidemment, la version gratuite, ben, comme d'hab, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Google va forcément traquer toutes vos données personnelles quand vous jouez à Stadia, enfin quand vous jouez à un jeu sur Stadia. Combien de temps vous jouez, quel type de jeu, à quel type de jeu vous jouez, quel contrôleur vous utilisez, certainement quel matériel vous utilisez d'un point de vue hardware, que ce soit télé, PC, mobile, etc. C'est quoi ton style de jeu, combien de temps par jour tu passes à jouer, à quelle heure de la journée tu joues, quels sont les jeux qui t'intéressent. Tout ça, ça va être traqué, hein. Bien évidemment, vous faites pas de soucis. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais du coup, le nerf de la guerre, bah, c'est que, au final, c'est comme si tu avais une bibliothèque personnelle sur Stadia, avec un store Stadia, sur lequel il y aura plein de jeux. Il y aura Doom Eternal, il y aura Baldur's Gate 3, dont on parlera après. Il y aura tous les jeux Ubisoft, plein de jeux de chez Epic. Enfin, il y a tout, vraiment, ils ont annoncé masse jeux qui seront disponibles sur leur magasin. Tu achèteras un jeu, tu pourrais jouer n'importe où avec Stadia. Ce que vient apporter la version Pro, parce que du coup il y a une version Pro qui coûte 10 $ par mois, donc 10 € par mois. Elle va apporter une résolution jusqu'en 4K. Donc en gros, la version de base c'est 1080p 60 fps. Si tu veux avoir une meilleure qualité, il faut la version Pro. C'est un des avantages de la version Pro de payer 10 € par mois, 4K 60 fps. Voilà. Avoir un son également surround, donc un son 5 points. Ça c'est surtout utile sur console également. Vous avez accès à la même bibliothèque générale de jeux, pas la même bibliothèque, mais plutôt au même magasin de jeux que vous pouvez acheter. Vous avez parfois des soldes sur certains jeux. En gros, tu peux acheter des jeux, mais tu as aussi des rabais un peu plus exclusifs parce que tu es pro. Donc tu as des soldes un peu exclusifs sur le magasin parce que tu es pro. Et ensuite, quand tu es pro également, il y aura justement des jeux qui seront ajoutés à ta bibliothèque de manière périodique auxquels tu pourras jouer gratuitement. C'est-à-dire que c'est un peu un mix. C'est-à-dire que quand tu es pro, tu devras toujours acheter les jeux, tu pourras toujours acheter les jeux sur le magasin et y jouer avec une meilleure qualité, un meilleur son. Mais également, Google va essayer d'ajouter périodiquement des jeux gratuitement, genre de t'offrir des jeux en fait, en ajoutant des jeux à ta bibliothèque. Et ils vont commencer avec Destiny 2. Le premier jeu gratuit qui sera sur Stadia Pro, ça sera Destiny 2 avec toutes ses extensions, tous ses DLC, etc., etc. Donc en gros, si tu t'abonnes à Stadia Pro, sans acheter Destiny 2, tu pourras jouer à Destiny 2 gratuitement sur Stadia. Avec les DLC, toutes les extensions et tout et tout. Et ils prévoient d'ajouter justement des jeux comme ça. C'est ce qu'ils disent. Jeux supplémentaires gratuits commercialisés régulièrement. Donc sur Stadia Pro, ils vont ajouter à leur offre pro des jeux régulièrement. Donc il y a quoi? Doom Eternal, Destiny 2, Metro Exodus, Final Fantasy XV, Rage 2, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3, Farming Simulator, The Division 2. Il y a vraiment pléthore de jeux. Au niveau de la connexion, on ne sait pas du tout ce que ça va donner au niveau de la latence, parce que personne n'a pu tester vraiment la latence des jeux, le ping, etc. Mais ils ont parlé un petit peu de la connexion. Pour le 720p 60 fps, il faudra entre 5 à 10 MB par seconde. Le recommandé minimum, c'est 10 MB. Donc en gros, si vous avez une connexion ADSL pas trop dégueu, vous pourrez peut-être utiliser Stadia, certainement, en 720p 60 fps. Ensuite, pour de la 1080p, donc avec 60 fps encore une fois, stéréo, son surround, n'importe lequel, il faudra environ 20 mégabits par seconde. Et pour de la 4K, il recommande entre 30 et 35 MB par seconde pour le 60 fps en 4K avec le son surround. Et vraiment, le best, ils disent, vous aurez la meilleure expérience, mégabit, excusez-moi, mégabit et pas mégabyte, sinon ça fait x8. Vous aurez la meilleure expérience au-dessus de 35 mégabits par seconde. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'offre Stadia. C'est l'offre Stadia
telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc deux versions, la version Pro, la version de base. Version Pro qui est gratuite, version de base qui est gratuite, 1080p 60 fps et vous devez acheter les jeux sur le magasin pour y jouer. Mais après le jeu est à vous et vous pouvez y jouer autant que vous voulez. Et Stadia Pro, 10 € par mois, 4K 60 fps, son 5.1. Vous pouvez aussi acheter les jeux pour y jouer quand vous voulez et les détenir, mais il y aura des jeux qui seront ajoutés périodiquement à votre bibliothèque, à commencer par Destiny 2. Google a également présenté une Founders Edition qui coûte 140 €, donc qui est comme une version collector de précommande que vous pouvez acheter maintenant, qui comprend une manette Stadia, 3 mois d'abonnement à Stadia Pro, et je sais plus quoi d'autre également. Je vais regarder un petit peu pour vous en dire plus. Je veux... alors, tac. Google Stadia Founders Edition. Alors, dans lequel vous avez donc une manette Stadia, 3 mois de Stadia Pro. Donc 3 mois de Stadia Pro, c'est déjà 30 €. Vous avez un badge Founders. Vous avez un pass pour un ami. Donc vous avez un autre 3 mois de Stadia Pro que vous pouvez offrir à un ami. Voilà, ça c'est le Buddy Pass. Donc en gros, c'est comme si vous aviez 2 abonnements Stadia Pro, donc 60 € d'abonnement. Et vous avez également un Stadia Name, c'est-à-dire que vous pouvez sécuriser votre nom, donc votre username sur Stadia. Parce que sinon, en gros, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont utiliser la version de base vont très certainement prendre des noms et il va y avoir un chiffre qui va être mis après le nom. Donc par exemple, tu vas vouloir t'appeler Wizard. Eh bien, si tu as la version de base gratuite, Wizard va certainement être pris. Donc Google va te dire, bah, tu vas être Wizard 05, Wizard 28, Wizard 36. Si jamais tu veux vraiment juste t'appeler Wizard, eh bien, il faut soit avoir la version Pro, où tu pourras choisir ton nom certainement en avance, ou avoir la Founders Edition, où tu pourras être sûr de choisir le nom que tu veux et qui soit disponible. Voilà. Les jeux ne sont pas à nous, on a une licence le temps de l'abonnement. Les jeux sont à toi, puisque Stadia est gratuit. Les jeux sont à toi, il n'y a pas d'abonnement. C'est-à-dire que si tu payes Stadia Pro, tu as un abonnement Pro, tu peux acheter Assassin's... Imagine, je prends Stadia Pro pendant 2 mois, donc 20 €. Premier mois, etc., j'achète Assassin's Creed Odyssey sur ma bibliothèque Stadia, sur le magasin Stadia. Il va être dans ma bibliothèque Stadia personnelle, sur mon compte Google général, grosso modo. Là, je joue en 4K, 60 fps, parce que j'ai un Stadia Pro, etc. Donc je suis en 4K, je joue et tout et tout. Après 2 mois, je me dis, j'ai pas envie de continuer à payer 10 € par mois. Je veux juste la version de base. Donc là, j'arrête mon abonnement Stadia Pro. Sauf que j'ai toujours mon compte Stadia. C'est juste que je suis plus en statut pro, je suis en statut de base, je suis repassé en abonnement gratuit. Donc là, je peux toujours jouer au même jeu et au jeu que j'ai acheté. Mon jeu Assassin's Creed, il est toujours là parce qu'il est toujours sur mon compte, c'est mon même compte. Il va pas être enlevé. Genre, j'ai pas plus accès à mes jeux. J'ai toujours accès à ma progression, à mes jeux. C'est juste que maintenant, je suis en gratuit. Donc, si je joue à ce jeu-là, par contre, je ne serai pas en 4K 60 fps, je serai en 1080p 60 fps. Mais, tu perds pas tes jeux. La seule façon dont tu pourrais perdre tes jeux, c'est si Google décide d'arrêter complètement le service Stadia au complet et qu'il décide d'abandonner le projet. Là, tes achats seraient perdus. Ce qui est un peu la même chose que si Steam disparaissait. Tous tes jeux sur Steam seraient perdus. Bon, ce qui ne risque pas d'arriver, quoi. Les serveurs tournent sur Linux aussi, il faut préciser. Non mais ça c'est bien évidemment, les serveurs tournent sur Linux, on s'en doute. Il n'y a que Linux qui est capable de faire un truc comme ça, un service comme ça. Tu peux pas faire ça avec Windows. Ça serait beaucoup trop le bordel, il y aurait beaucoup trop de problèmes, et ça lagrait bien trop. Il y a juste Windows qui peut faire ça. Bon. Voilà, donc ça c'est Stadia. Personnellement, en fait personnellement, voilà, sur le papier c'est cool, hein, mais j'y vois pas d'intérêt. Personnellement, je préfère jouer sur mon PC tranquillement. C'est là où je joue quasiment à chaque fois. S'il faut acheter les jeux en plus, bah, j'achète déjà mes jeux sur Steam, Uplay, Origin, le Microsoft Store pour ceux qui sont dispo que là-bas. Donc, dans tous les cas, il faut que j'achète mon jeu plein prix. Donc, j'ai aucun intérêt à l'acheter sur Stadia plus qu'ailleurs
parce que je vais pas me mettre à jouer à Assassin's Creed Odyssey ou à Watch Dogs 3 sur mobile. Je vais pas y jouer sur tablette non plus. Ma télé, bah, je pourrais y jouer sur ma télé, mais je peux très bien me mettre un Chromecast et jouer pareil sur ma télé. Voilà. Donc au final, personnellement, j'ai aucun intérêt, je vois aucun intérêt à ce Google Stadia. Et je vais certainement pas du tout le prendre. Mais vraiment pas du tout. Je vais m'en tenir très très loin. Mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui n'ont pas de PC de jeu qui soit très intéressant, qui peuvent pas faire tourner des jeux en 1080p 60 fps. Genre imagine t'as pas de PC. T'as pas de PC, c'est quand même... T'as juste une télé. Chez toi, t'as juste une télé. C'est quand même cool. Tes parents veulent pas t'acheter de PC. Bah, tu prends même pas l'abonnement de Pro. Tu prends juste Stadia de base. T'achètes la manette Stadia. C'est le seul truc dont t'as besoin. Parce que t'as juste besoin d'une manette. Ou alors t'achètes une manette Xbox One. N'importe. Et t'achètes tes jeux sur le magasin Stadia. Et du coup, après, tu peux y jouer sur ta télé, sur ton mobile et tout. Genre, c'est pour moi, c'est le plus gros intérêt que j'y vois. Et encore une fois, il faudra voir ce que ça donne au niveau de la latence et du ping. Parce que c'est sûr que si sur des jeux compétitifs, tu te mets à avoir 100 millisecondes de ping minimum et que tu es généralement à 120-130, les trois quarts des gens vont pas vouloir jouer à des jeux, à des FPS multi sur Stadia. Genre, parce que je sais qu'ils ont annoncé Street Fighter V, je pense qu'il va y avoir d'autres jeux en FPS, peut-être des Call of Duty, etc. Mais clairement, c'est la latence est dégueulasse. Personne va utiliser Stadia pour ça. Bon, on va continuer avec des news de jeux vidéo justement, parce que Google, lors de la conférence, ont également présenté des jeux qui allaient sortir en même temps que Stadia, notamment Baldur's Gate 3, qui est c'est un tellement vieux jeu Baldur's Gate, ça fait tellement longtemps que ça existe, et là on a le troisième opus qui est fait par les développeurs de ceux qui ont fait Divinity Original Sin, donc ça va certainement être un excellent jeu. On a eu un petit trailer d'annoncement qu'on va regarder, vous allez voir, c'est plutôt pas dégueu, ça dure 1 minute 45 et je peux vous dire que moi ça me hype plutôt correctement. Il faut savoir que Baldur's Gate c'est essentiellement du RPG, hein, pour ceux qui se demandent, à la sauce de Divinity Original Sin, donc un peu en vue troisième personne en haut. Voilà. Vous aviez pas de son. Eh bien, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre que vous aviez pas de son. Parce que notamment, il était censé l'envoyer, ce son. C'est chelou. C'était censé... Bon, il y aura du son sur la VOD. Il y aura du son sur la VOD. Bon, il n'y avait pas de parole, donc ça servait à rien que je mette, les sous-titres. Mais le poulpe était vraiment vénère. Hein. Le poulpe était vraiment vénère. Et je pense que ça va être un très bon jeu. Et pour ceux qui ont vraiment aimé Divinity Original Sin, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à la série Baldur's Gate. Pas forcément y jouer parce que même Baldur's Gate 2, c'est un jeu qui a genre 10 ou 15 ans, donc qui est très très vieux.
C'est pas forcément hyper agréable à jouer maintenant, parce que niveau graphisme c'est dégueulasse, niveau gameplay c'est hyper rigide et tout et tout. Mais, euh, mais je vous dirais, gardez un œil sur Baldur's Gate 3 parce que ça peut vraiment vous plaire si vous avez aimé Divinity Original Sin et Divinity 2 également. Bon, également autre jeu qui a un peu fait parler de lui, c'est Pokémon Sword et Pokémon Shield, bien évidemment. Il y a eu un Pokémon Direct qui a été fait cette semaine, dans lequel on a vu un petit peu de gameplay et des batailles et tout, et un petit peu des interviews avec les développeurs qui s'occupent de Pokémon Sword and Shield. Ça ressemble, on va pas regarder le Nintendo Direct parce qu'il dure super longtemps, mais pour moi, ça ressemble vraiment à un jeu Pokémon RPG à la sauce Zelda. Genre, vous voyez Zelda Breath of the Wild, et ben vous imaginez un jeu Pokémon pareil. C'est-à-dire que tu te balades dans un espèce d'open world immense, t'as des gyms un peu partout avec des villes que tu dois battre pour gagner les badges de ces gyms là, et ensuite tu dois du coup devenir le meilleur dresseur, etc. Et donc du coup tu te balades dans ce monde là, la caméra n'est plus fixe, tu peux faire tourner la caméra autour de toi, donc c'est vraiment pour moi comme un espèce de RPG libre open world où tu te balades tranquille et tout, tout seul, et où tu vas chasser des Pokémon, faire évoluer tes Pokémon, faire des combats, etc. etc. Ils ont ajouté 2-3 features, notamment le nouveau phénomène de Dynamax, où tu as des Pokémon qui font la taille d'immeubles, donc voilà, qui ont des moves absolument insane, et pour les capturer, bah, soit tu fais des événements avec d'autres joueurs en multijoueur, et en gros là tu peux combattre un Pokémon Dynamax, jusqu'à 4 joueurs qui peuvent combattre un Pokémon Dynamax, et après ça, il y en a un de ces 4 joueurs-là qui va pouvoir essayer de le capturer. Donc ça, c'est des espèces d'événements un petit peu coopératifs en multijoueur pour avoir des Pokémon Dynamax qui sont vraiment hyper puissants. Et puis sinon, bah, t'explores la vie du monde, les plaines sauvages des Pokémon, etc., etc. pour devenir le meilleur dresseur, faire évoluer tes Pokémon, blablabla, blablabla. Et du coup, Pokémon Sword and Shield, ça sort le 15 novembre sur Switch. Voilà, voilà. C'était les petites news pour Pokémon Sword and Shield. 15 novembre, 15 novembre. Bon, le 3 est quasiment va arriver très prochainement. C'est là, c'est ce week-end, c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, blablabla. Il va potentiellement y avoir un nouveau Rainbow Six. Un nouveau Rainbow Six. Grosso modo. Faut mettre ça entre gros guillemets. Il se peut qu'Ubisoft nous dévoile un espèce de mode de jeu pour Rainbow Six qui soit un petit peu comme ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec l'événement Outbreak qui était sorti en février ou mars 2018, dans lequel en fait tu faisais de la coopération avec les opérateurs de Rainbow Six Siege, donc jusqu'à 4 joueurs, et c'était du PvE à la Left 4 Dead. Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2. Donc en gros, tu allais shooter des zombies sur une carte avec un scénario. Donc tu faisais une espèce de petite campagne et c'était player versus environment avec des vagues de zombies qui arrivaient, des zombies spéciaux, etc., etc. Tu devais défendre des zones et tout, tu prenais le contrôle, tu défendais. Ils avaient pris en compte le fait que les zombies du coup pouvaient rentrer par les fenêtres, par les toits, par les murs en utilisant le système de destruction procédurale qu'il y a dans Rainbow Six Siege. Et donc il se peut que cette espèce de mode PvE revienne un petit peu dans Rainbow Six et que Ubisoft dévoile soit une espèce de DLC à Rainbow Six Siege, soit clairement un autre jeu Rainbow Six qui serait un peu comme du Left 4 Dead 2 en coop, un peu comme World War Z, un peu dans le même style. Voilà. Il y a également d'autres jeux qui sont attendus. Apparemment, il n'y aurait pas de Splinter Cell qui serait présenté par Ubisoft. Tristement, là je suis très 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 triste. Je suis chagrin. Il se peut qu'ils bossent sur un jeu Splinter Cell, mais ils ne le présenteraient potentiellement pas à l'E3. Mister Rossi qui a claqué 2€ et qui a dit et non, il fallait qu'il refresh sa page parce qu'il était en train de bugger. Eh bien, voilà. Si vous avez des bugs sur le live, n'hésitez surtout pas à appuyer sur F5 pour refresh votre navigateur et recharger la page. Ça peut régler vos problèmes. Également, il se peut qu'il y ait un jeu à un peu à la Zelda style,
comme un peu Breath of the Wild et tout, en mode RPG, qui soit présenté par potentiellement Ubisoft encore une fois. Donc ça serait le projet Orpheus, donc qui serait un... Oula, je cliquais sur son nom, qui serait un petit RPG, pas vraiment action-aventure, qui serait dans un style visuel de Breath of the Wild, mais pas du tout dans le même style de gameplay. Mais ça serait un espèce de petit RPG, pas aventure, qui ressemblerait visuellement à Breath of the Wild. Voilà. Donc ça serait le nom de code Orpheus, et il pourrait en parler lors de l'E3, la conférence d'Ubisoft. Voilà. Bon. Autre news qui concerne d'autres jeux vidéo qui ne vont pas être présentés lors de l'E3, mais on a eu des news par rapport à Blizzard et certains de ces jeux. Il semblerait qu'il y avait un FPS chez Blizzard sur l'univers de StarCraft 2 qui était en développement depuis 1 an ou 2, qui était un espèce de gros projet sur l'univers de StarCraft 2 où tu allais pouvoir jouer en FPS et avoir une campagne solo, etc. Et il semblerait que ce projet ait été complètement abandonné par Blizzard, annulé totalement, et en fait que les équipes qui bossaient là-dessus aient été redirigées pour assister la conception de Diablo 4 et d'un nouveau Overwatch. En gros, d'un nouveau jeu sur l'univers d'Overwatch plutôt que dire Overwatch 2. Donc il semblerait que Blizzard veuille plutôt abandonner StarCraft, voilà, l'univers StarCraft en FPS, et concentrer son travail sur Diablo 4, donc vraiment la suite de Diablo 3, là, le digne héritier, pas un jeu mobile à la con, non, vraiment Diablo 4, et un jeu sur l'univers d'Overwatch. Ça serait pas du tout un nouveau jeu multijoueur comme Overwatch, ça serait pas du PVP en multi, etc. Ça serait certainement un jeu, encore une fois, en PVE, donc Player versus Environment, peut-être en solo, peut-être en coop, mais avec une histoire scénarisée, etc., qui se baserait sur le lore et l'histoire d'Overwatch. Parce que Blizzard a vraiment dit qu'il voulait utiliser le lore et l'histoire d'Overwatch, qui voulait pas juste que ça serve pour le jeu multi. Genre ils essaient d'amener, ils font des BD, ils font les cinématiques, etc. Donc il y a vraiment tout un univers qu'ils essaient de construire autour d'Overwatch, et je pense que du coup ils veulent essayer d'amener un jeu qui va utiliser cet univers-là. Voilà. Donc ça serait apparemment un jeu coop avec un jeu en PvE avec beaucoup d'éléments coop, comme encore une fois le jeu Left 4 Dead. Voilà. Bon. Un jeu qui a fait parler de lui lors de l'E3 hier, parce qu'il y avait la conférence EA avec EA Play, qui ont présenté une nouvelle map et un nouveau chapitre sur Battlefield 5. Ils ont présenté la nouvelle saison d'Apex Legends, donc la saison 2, et également un nouveau perso sur Apex Legends. Ils ont parlé également de FIFA 2020 et NFL 2020, et également des Sims, mais ils ont surtout parlé d'un truc qui m'intéresse particulièrement, qui est le nouveau jeu Star Wars Jedi Fallen Order. Ils ont fait une preview du jeu, il y a une vidéo de gameplay de 15 minutes qui est sortie, qu'ils ont présenté, qu'ils ont commenté. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est sur la chaîne YouTube de EA Games, et même je pense de Star Wars Games ou quelque chose comme ça. Donc c'est 15 minutes de gameplay du début du jeu, parce que le mec est niveau 3 ou 4 je pense, le Jedi est niveau 3 ou 4, donc on est plutôt sur le début du jeu, et c'est assez prometteur. Alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On n'est pas sur un open world, il semble qu'on est plutôt sur un monde semi-ouvert, semi-fermé, à la manière de ce qui se fait dans Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Uncharted, ou des jeux comme ça. Donc des jeux plus action-aventure, pas vraiment un open world complètement ouvert où vous pouvez aller où vous voulez. Il semble que ce soit pas tout à fait ça, qu'on soit plutôt sur des zones en fait, des espèces de zones plus fermées dans lesquelles les missions vont se passer, et que ce soit vraiment un jeu qui soit concentré plus sur l'histoire, de la même manière que sont les Tomb Raider et les choses comme ça. Donc on a il semblerait des éléments de RPG, puisqu'on peut passer des niveaux, on a des points d'expérience qui vont nous permettre d'améliorer nos compétences, soit de la force, soit nos compétences de combat au sabre laser, soit d'autres compétences, parce qu'ils n'ont pas vraiment parlé des arbres de compétences, mais c'est ce dont je me doute. Donc il y a vraiment des petits éléments de RPG.
Vous pouvez utiliser des outils, etc. Vous avez je pense des grenades, des seringues de soins et tout, et des choses comme ça. Donc vous avez certainement un kit d'accessoires que vous pouvez peut-être crafter, utiliser, des points de compétences que vous pouvez utiliser pour améliorer vos techniques de combat, vos techniques de force. Mais en tout cas, le jeu semble assez intéressant. Ils prennent pas vraiment de gros risques. Ça n'a pas l'air d'être hyper original d'un point de vue mécanique, d'un point de vue gameplay. Mais ça a quand même l'air d'être très bon. Ils ont l'air de bien faire ce qu'ils font. Genre les combats ont l'air intéressants, l'utilisation du sabre laser ça a l'air vraiment jouissif. La force a l'air bien maîtrisée, intéressante, utile à l'histoire, utile au combat, utile au gameplay, plein de choses comme ça. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo de 15 minutes de gameplay et de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis extrêmement hypé par ce jeu et j'ai hâte d'y jouer. Il sort en novembre et on va certainement en entendre encore parler lors de cette E3. Voilà. Ensuite, encore un autre jeu. Et oui, toujours plus. On a également Quake 2 Ray Tracing, donc Quake 2 RTX, qui est sorti sur Steam. Il est disponible sur Steam gratuitement. Vous pouvez aller l'essayer. Vous tapez Quake 2 RTX dans la barre de recherche et vous avez accès à une démo où il y a 3 niveaux entiers de Quake qui sont gratuits. Et vous pouvez activer le Ray Tracing si vous avez une carte graphique qui est compatible avec le RTX de chez Nvidia. Il faut savoir que ça change complètement le look du jeu. C'est un jeu qui a 22 ans. En ajoutant le ray tracing, en modifiant les textures, les modèles des flingues, etc. Il est limite, le jeu devient beau. Mis à part que les modèles sont encore un petit peu carrés, d'un point de vue ombre, lumière, texture, avec le ray tracing et les modifications au niveau des textures et des modèles, le jeu devient limite beau. C'est assez troublant, alors que c'est un jeu qui a 22 ans. Par contre, il faut s'en douter, en utilisant autant de ray tracing pour l'illumination globale, etc., c'est extrêmement gourmand en performance. Regardez un petit peu la différence. Ça, c'est la version de base. Hein. Là, on est sur la version d'il y a 22 ans. Voilà, vous pouvez voir la magnifique qualité au niveau de l'eau, etc. Et là, c'est la version avec le ray tracing. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau des petites textures sur le côté, on est bien mieux, on est bien plus détaillé. Et regardez-moi ça. L'eau qui devient transparente, le gun qui est un petit peu mieux, le modèle, comme je vous disais, ils ont importé d'autres modèles. Et la lumière, mais là, ça change vraiment du tout au tout, quoi. Vous voyez ça? C'est impressionnant. Bon. Évidemment, du coup, toutes les modifications sont listées ici. Illumination globale améliorée au niveau du rendu avec 3 qualités de presets. Donc, qui sont genre... je pense que c'est bas, medium et high. Et sachant que le high, les rayons font 2 rebonds, ce qui est plutôt demandant. Ils ont ajouté le fait de pouvoir choisir l'heure de la journée sur certains levels. Donc tu peux changer la sky map si tu veux que ce soit le jour, le soir, la nuit. Les nouvelles textures sur les armes et les nouveaux modèles. Des nouveaux environnements dynamiques. Des meilleurs physiques au niveau... un meilleur comportement physique au niveau de l'atmosphère, notamment au niveau du ciel et tout et tout. Des réflexions en temps réel du joueur et de son arme sur tout ce qui est glace, donc verre, eau, etc. etc. Plein d'autres petites améliorations comme ça. Donc ça, c'est les changements au niveau de la sky map, donc du ciel, pour les temps de la journée. Comme vous pouvez le voir, ça change quand même pas mal. Là, c'est soirée ou aube. Ça, c'est la nuit. Et ça, c'est plein jour. Et au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Donc ça a été testé sur une 2080 Ti, une 2080, une 2070, une 2060, une 1660, une 1080 FE, une 1070 et une 1060 FE. Donc toutes des cartes qui sont compatibles avec le ray tracing sur un i9 9900K, 16 Go de DDR4 et au niveau des options, bien évidemment le ray tracing activé, le champ de vision à 90, le denoiser activé, donc le débruitage activé, les textures améliorées activées, l'illumination globale en médium, donc pas avec les 2 rebonds mais en médium, c'est quand même pas mal. Les rayons de lumière God Ray activés, le bloom activé, les caustiques activés, et la projection en perspective. Et regardez un petit peu ce que ça donne. En 720p, c'est quasiment injouable, à moins que vous ayez une 1660 ou une RTX 2060. Là, on voit clairement
La différence entre l'architecture Turing pour gérer les ray tracing et l'architecture Pascal. Hein. Ah ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Là, on est en 1080p. 1080p, c'est largement jouable si vous avez une RTX 2060. En dessous d'une RTX 2060, n'essayez même pas avec le ray tracing, ça sera pas du tout jouable. En 1440p, il faut commencer à avoir une RTX 2070, voire même une 2080. Et en 4K, il faut une 2080 Ti. Et encore, vous tournez à 30 fps. Au-delà de ça, c'est... Je veux dire, voilà, en dessous de ça, c'est pas jouable. Mais il faut savoir que rajouter le ray tracing sur un jeu qui a... Même si le jeu a 22 ans, le ray tracing est tellement gourmand en performance que même avec des cartes actuelles, genre ça tourne pas à 300 fps quoi. Ça tourne à un framerate normal d'un jeu actuel. Genre, voilà. Et moi, ça m'étonne même pas parce que le ray tracing en illumination globale, enfin, comme ils l'ont fait là, genre, c'est tellement gourmand. C'est tellement gourmand. Un truc de fou. Bon, voilà. Si jamais vous voulez essayer, c'est gratuit sur Steam, Quake 2 RTX, amusez-vous. Bon, on va continuer avec AMD. Je vous en parlais la semaine dernière. AMD avait présenté ses nouveaux processeurs Ryzen 3, ils avaient présenté les Ryzen 5, les Ryzen 7, ils avaient présenté un Ryzen 9, le 3800X, qui avait 12 cœurs. Ils n'avaient pas présenté de processeur 16 cœurs pour la Ryzen 3e génération, sauf qu'on s'en doutait, on le savait, ce processeur 16 cœurs existait. Et il a finalement leaké, enfin, c'est le Ryzen 9 3950X. Donc la semaine dernière, je pense qu'il y avait un premier benchmark qui avait leaké sur Cinebench. Là, c'est les caractéristiques techniques qui ont leaké. Et c'est effectivement un processeur avec 16 cœurs, 32 fils de calcul, un TDP de 105 watts, ce qui est absolument magistral. Enfin, dans le sens, c'est genre impressionnant, parce que le TDP est vraiment pas si haut que ça. Il a autant de TDP que le 3800X, qui lui a 12 cœurs. Donc on passe à 16 cœurs, mais on reste sur le même TDP. Il a une fréquence boostée qui monte à 4.7 GHz, ce qui est plus que n'importe quel autre processeur Ryzen de 3e génération. Voilà les, voilà les caractéristiques qu'on a à l'heure actuelle. 12 cœurs, 24 fils de calcul pour le 3900. 8 cœurs, 16 fils de calcul pour le 3800X. 3850, 16 cœurs, 32 fils de calcul. 3.5 de base, donc une fréquence de base plus basse. 3.5 à la place de 3.8 et 3.9 là. Mais on a une fréquence boostée à 4.7. Plus haut que n'importe quel autre processeur Ryzen. Je suis bluffé. 72 MB de cache. 40 lignes PCI Express et le TDP de 105 watts. Au niveau du prix, on s'attend à un prix aux alentours des 999 US. Donc peut-être 899. Entre 899 et 999. Donc ça serait un processeur qui resterait sous la barre des 1000 €. Mais on est quand même sur un 16 cœurs, quoi. C'est assez impressionnant. C'est vraiment fou. Voilà. Autre news qui concerne AMD, autre leak, bien évidemment, la RX 5070 XT. La première carte graphique de chez AMD, la première carte graphique au monde gravée en 7 nanomètres. Architecture Navi. On a les spécifications qui ont leaké. On va certainement entendre parler de cette carte graphique lors de l'E3 de cette année, donc soit demain, soit après-demain, parce que AMD a dit qu'ils allaient présenter plus en détail ce chipset et cette carte graphique en particulier lors de l'E3 en la testant et en la montrant sur des jeux vidéo qui allaient être annoncés à l'E3. Donc la RX 5700 XT, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est sur 2560 cœurs de calcul, 8 Go de GDDR6 et une capacité, donc une puissance de calcul qui avoisine les 9.75 teraflops. Je pense que c'est en FP16 ou en FP32. C'est une excellente question. Pas sûr que ce soit en FP16 ou en FP32. Parce que ce n'est pas détaillé ici. Par contre, on est du coup sur une fréquence de base à 1605 MHz. Mais qui peut booster à genre 1905 en boost clock. Et également, si vous êtes en jeu, la petite fréquence de base de 1600 va monter à 1755. Voilà. Ça veut dire que vous avez comme 3 paliers. Vous avez la base clock qui est à 1605. Vous avez la game
clock, donc la fréquence de jeu qui est à 1755. Et quand vous avez besoin d'un peu plus de puissance, vous avez la boost clock, donc vraiment la fréquence maximum turbo, qui est à 1905 MHz. Donc on est quand même sur une carte qui a un beau potentiel. 8 Go DDR6, c'est plutôt pas mal. Et 2560 processeurs, donc cœur, ça fait aussi bien le taf. Évidemment, on est toujours sur un prix qui est à 500 $ US. Et au niveau des performances, bah là par contre, on n'a pas vraiment d'autres informations. On sait que c'est censé être 10% plus rapide que la RTX 2070, mais on attend de voir les news qu'on va avoir à l'E3 pour voir les petites démos, etc., voir comment ça performe. Bon. Autre nouvelle concernant les cartes graphiques de chez AMD, ça concerne Navi 10. Donc Navi 10, c'est encore, je pense, la génération d'après. Celle juste après. Donc celle juste après celle-là. Celle-là, je pense, c'est Navi 12. Donc c'est plus pour 2020. Et il y aurait environ 5 variantes de Navi 10 qui pourraient voir le jour, puisque en gros les modèles ont été certifiés. Navi 10 a été certifié, donc il passe des certifications, etc. Et du coup, il y a différents noms de modèles qui ont été dévoilés. Et donc on aurait le D 18205, 18208, 18202, 18207 et 18206. Donc il se peut que le 18206 ce soit la RX 5070, aucune idée, mais on pourrait se dire ça. Et qu'ensuite, du coup, on aurait des modèles un peu plus bas de gamme et des modèles un peu plus haut de gamme. Donc notamment une RX 8500, une RX peut-être, une RX 5800, excusez-moi, une RX 5900, etc., etc. Donc voilà, il y aurait potentiellement environ 5 variantes de cartes graphiques qui se baseraient sur l'architecture Navi 10. Bon. Navi 20. C'était Navi 20, ok. Navi 20 avec un mix entre l'architecture entre GCN et RDNA. C'est vrai, c'est Navi 20. Bon, en attendant, on a des news. Les dernières news concernent Nvidia. Et Nvidia qui, lui aussi, se prépare pour un petit refresh de la RTX 2060, de la RTX 2070 et de la RTX 2080. C'est certainement ce qu'il y a caché derrière le Nvidia Super. Donc il y aurait une nouvelle ligne de produits Nvidia qui viendrait en gros pas remplacer, mais qui serait un petit peu des RTX 2060, RTX 2070 et RTX 2080 un petit peu plus puissantes. Voilà, d'où l'appellation Super. Donc on aurait une RTX 2060 avec 2176 CUDA-core, 8 Go de VRAM, une 2070 avec 2560 CUDA-core et une 2080 avec 3072 CUDA-core. Donc en gros, on aurait une augmentation du nombre de cœurs, une petite augmentation de la fréquence de ces cœurs-là et une augmentation de la vitesse de la mémoire vidéo également. Voilà, donc en gros, un petit boost sur à peu près toutes les caractéristiques de ces trois cartes pour venir un petit peu concurrencer justement les nouvelles cartes Navi qui vont sortir chez AMD. En parallèle, les cartes actuelles 2060, 2070 et 2080 vont baisser de prix pour laisser la place à ces nouvelles cartes super de chez Nvidia. Ils commencent à avoir un petit peu peur, ils essaient de bouger un petit peu les choses. Donc les cartes actuelles 2060, 2070, 2080 vont baisser de prix. On s'attend à une baisse d'environ 100 $ par carte à peu près. Donc 80, 100 € par carte. Donc quand même une baisse des prix assez forte. Et du coup, les nouvelles cartes super vont venir certainement se placer au MSRP, donc à l'ancien prix des RTX 2060, 2070, 2080. Voilà. Donc on est sur des cartes avec un peu plus de CUDA-core, une meilleure fréquence et une VRAM un petit peu plus rapide. Ça ne concerne pas du tout la 2080 Ti qui, elle, reste certainement assez élevée. On ne pense pas qu'elle va être touchée, on ne pense pas qu'il y aura une 2080 Ti super, même si c'est pas exclu. Mais bon, c'est vraiment pas sûr qu'il y ait une 2080 Ti super. Voilà. Quoi d'autre Et ben, je pense que c'est tout avec la dernière news que j'ai ici,
qui concerne la prochaine architecture de chez Nvidia, qui est Nvidia Ampere, donc qui vient faire la suite à Nvidia Turing, et qu'on attend potentiellement pour 2020, donc pas plus tard que l'année prochaine, on pourrait déjà voir arriver une nouvelle architecture de la part de Nvidia. En même temps, là, Turing va déjà avoir quasiment 1 an en août, donc 2020, l'architecture Turing aura 2 ans, et c'est généralement à peu près la durée d'une architecture chez Nvidia, 2 à 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir le début de la prochaine architecture Ampere de chez Nvidia qui arriverait en 2020, certainement à partir du milieu de l'année. Ça va être gravé en 7 nanomètres. Pour une fois, Nvidia n'est pas en retard, pas comme Intel par rapport à AMD. Donc ça va certainement être gravé en 7 nanomètres et ça va être produit par TSMC et ça va utiliser un procédé de fabrication qui vient de chez Samsung qui est le 7 nanomètres EUV. Voilà, donc pas de grosses informations là-dessus, si ce n'est que l'année prochaine, on va certainement encore passer un cap d'un point de vue architecture chez Nvidia et qu'on va passer du 12 au 7 nanomètres. Ça va aussi apporter un gain, à mon avis, assez significatif en performance. Voilà, c'était tout pour ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. C'est vos questions, remarques en commentaire. Il commence à faire ultra chaud. Je suis en sueur. J'ai trop chaud. Il faut que j'ouvre ma fenêtre. Également, n'hésitez pas à regarder les petits trailers de gameplay dont je vous ai parlé, notamment celui sur Star Wars Fallen Order, le Pokémon Direct si vous avez le temps. Voilà. Peut-être tester Quake 2 RTX si vous pouvez. Dites-moi ce que vous pensez de la conférence d'Apple et du résumé que j'en ai fait. Donnez-moi votre avis par rapport au Mac Pro, par rapport à l'écran, par rapport au stand, par rapport à la communication qu'a fait Apple. Donnez-moi votre avis également sur Google Stadia, ça peut être bien. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Si vous prévoyez prendre un abonnement Stadia Pro, si vous prévoyez prendre la Founders Edition, si vous prévoyez l'utiliser mais en version de base gratuite ou alors ne pas du tout utiliser Google Stadia, laissez-moi savoir. Et en attendant, moi je vous dis, comme d'habitude, à ciao, bonsoir.